On commence tout de suite ce Lex Inside et on va parler du parquet national financier avec mon invité, Jérôme Simon, premier vice-procureur au sein du parquet national financier. Jérôme Simon, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons nous intéresser au parquet national financier. On va voir le bilan et envisager les perspectives du PNF. Tout d'abord, comment l'équipe du PNF a-t-elle évolué depuis sa création en 2014 ? Alors le parquet national financier, c'est un parquet effectivement qui a été créé par la loi décembre 2013, post-affaire Cahuzac, qui a pris ses fonctions concrètement en mars 2014. Donc on a fêté récemment les 10 ans de création et de fonctionnement du parquet national financier. On rentre maintenant dans la 11e année de fonctionnement. 11 années qui ont vu les effectifs du parquet national financier évoluer à la hausse, puisque initialement on avait dans l'équipe installée originellement uniquement 4 magistrats, dont la première procureure de la République financier qui était Eliane Houlette. Et nous sommes aujourd'hui montés à une vingtaine de magistrats, dirigés désormais par Jean-François Bonnert, qui est le nouveau chef du parquet, enfin le deuxième chef du parquet national financier. 20 magistrats donc, qui sont des procureurs, qui sont assistés désormais d'assistants spécialisés. Donc on a une dizaine d'assistants spécialisés qui apportent leurs compétences dans les métiers du chiffre, de l'analyse de données notamment, et puis une équipe de greffiers, évidemment absolument indispensable pour authentifier les procédures qui nous sont confiées. Donc une progression constante de l'équipe du parquet national financier pour faire face effectivement aux nouveaux défis en matière de lutte contre la grande délinquance économique et financière. Alors peut-être rappeler le fonctionnement du PNF pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément bien le parquet national financier. Oui, alors le parquet national financier a une compétence dans ce qu'on appelle la délinquance économique et financière de grande complexité, donc la grande délinquance en col blanc. Il y a 4 blocs de compétences identifiés par le législateur. Il y a tout d'abord donc, les atteintes à la probité, donc la corruption, les détournements de fonds publics, le favoritisme ou la prise égale d'intérêt par exemple, qui représentent à peu près 45% des dossiers en cours au parquet national financier. Le deuxième bloc important, c'est la grande fraude fiscale interne ou internationale, donc de grande complexité, en articulation avec Bercy, qui représente aussi à peu près 45% de notre contentieux. Et puis après, résiduellement, dans les 10% qui restent, vous avez donc les abus de marché en lien avec l'AMF, et puis les atteintes à la concurrence, qui est un contentieux qui a été rajouté plus récemment dans l'escarcelle du PNF. En tout et pour tout, aujourd'hui, on dénombre un peu plus de 750 procédures actives, donc en cours au parquet national financier, réparties selon cette clé de compétences. Alors, comment est-ce qu'on travaille ? Eh bien, on travaille essentiellement dans ce qu'on appelle le cadre de l'enquête préliminaire, c'est-à-dire des enquêtes qui sont confiées par les procureurs du parquet national financier à des policiers ou des gendarmes spécialisés qui prennent leur instruction directement auprès des procureurs d'ailleurs qui généralement participent souvent aux opérations, perquisitions, auditions, etc. À distinguer donc des informations judiciaires qui sont plus résiduelles, où là nous demandons à des juges d'instruction d'approfondir des investigations. La clé de répartition, si vous voulez, c'est à peu près 87% de nos procédures actuelles sont suivies dans le cadre d'enquêtes préliminaires et 13% dans le cadre d'informations judiciaires. D'accord. Alors on en sait plus sur l'organisation et le fonctionnement du PNF. On va revenir sur l'activité. Quelles sont les tendances de l'activité du PNF en 2024 ? Et de manière générale, quel bilan faites-vous de l'activité du PNF ? Vous avez rappelé qu'il a fêté ses 10 ans. Alors, le bilan qu'on peut dresser, c'est effectivement une pratique très consolidée désormais et sur la manière dont on conduit les enquêtes. Donc effectivement, traditionnellement, les enquêtes économiques et financières pendant de longues années étaient plutôt confiées à des juges d'instruction, mais depuis la création du parquet national financier, on a développé cette pratique d'enquête préliminaire qui est plus souple, plus agile et plus rapide. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui s'est bien inscrit dans la pratique du parquet national financier. Après 10 ans de fonctionnement, on commence à avoir un certain nombre de résultats. Si on prend des résultats chiffrés, depuis la création du parquet national financier, on dénombre un peu plus de 500 individus, personnes physiques, qui ont été condamnés dans le cadre de procédures dirigées par le parquet national financier. 500 condamnations, dont environ une centaine à l'issue de procédures dites de
plaider coupable, donc de justice pénale négociée avec des particuliers. Mais nous avons aussi développé, depuis la loi Sapin II, une forte pratique de convention judiciaire d'intérêt public, une autre forme de justice pénale négociée, cette fois-ci orientée directement vis-à-vis des personnes morales, des entreprises. On dénombre aujourd'hui une vingtaine de conventions judiciaires d'intérêt public qui se répartissent à peu près à égalité entre fraude fiscale et atteinte à la probité, corruption ou trafic d'influence. L'ensemble de ces procédures sur le plan financier ont permis donc au parquet national financier de recouvrer dans l'intérêt du budget général de l'État, un peu plus de 12 milliards d'euros, donc de sommes soit à titre d'amende, soit à titre de dommages-intérêts ou de confiscation. C'est assez conséquent. C'est conséquent, c'est plus que le budget total du ministère de la Justice, donc effectivement c'est un budget c'est un montant qui est relativement important et qui a été permis aussi parce que le législateur a développé un certain nombre d'outils juridiques en parallèle, notamment le développement du droit des saisies et confiscations, qui est un droit très technique mais très utile justement pour permettre l'effectivité de la sanction financière, donc qui est aussi une tendance lourde de ces 10 dernières années, le développement du droit pénal des saisies et confiscations. Donc en définitive, c'est un bilan positif ? De mon point de vue, ça l'est. Peut-être que d'autres interlocuteurs externes seront plus nuancés. Non, je pense qu'effectivement, c'est un bilan positif dans la mesure où il atteint en grande partie les objectifs qui ont été fixés par le législateur, il me semble, dans la loi de décembre 2013, c'est-à-dire de monter en puissance sur les enquêtes pénales en matière d'atteinte à la probité, de fraude fiscale, d'abus de marché, puis très progressivement de concurrence, même si c'est plus récent. Donc de ce point de vue-là, on répond à la feuille de route qui a été fixée par le législateur et reprise par la chancellerie. Le défi maintenant, c'est quid des 10 années à venir et des défis qui vont se poser et qu'il va falloir relever. Alors justement, on va se projeter sur les 10 années à venir. Quels sont les défis qui se présentent au PNF ? Alors le premier défi, je pense, c'est d'abord la question de la consolidation de cette justice pénale négociée. C'est quelque chose qui est relativement récent dans le système judiciaire français. On avait la loi Perben 2 en 2004 qui avait introduit le plaidé coupable, la loi Sapin 2 avec la CJIP. Donc nous nous sommes emparés, comme un certain nombre d'autres juridictions d'ailleurs, de ces outils, le PNF en particulier dans la matière économique et financière. On a eu plutôt des bons résultats, plutôt salués. Reste que cet outil reste encore parfois méconnu, donc il va falloir effectivement faire preuve de pédagogie aussi sur la manière dont on s'en sert. On a déjà publié en janvier 2023 des lignes directrices qui viennent expliciter la manière dont nous, au parquet national financier, nous acceptons d'entrer dans des discussions et éventuellement aboutir à une transaction en matière de convention judiciaire d'intérêt public. Donc on va poursuivre, je pense, ce travail pédagogique vis-à-vis notamment de la société civile, parce qu'il est important que le citoyen comprenne la manière dont cette justice un peu innovante est rendue. Et contrairement à certaines idées reçues, ce n'est pas une justice de chambre qui se ferait à l'abri des regards, c'est une justice transparente où les décisions sont mises à disposition des citoyens. Oui, le PNF communique régulièrement sur les décisions. C'est quelque chose effectivement qui est important. Nous avons d'ailleurs au parquet national financier un chargé de communication qui est notre secrétaire général, effectivement, qui dans le respect effectivement des limites posées par le code de procédure pénale fait œuvre de pédagogie puisque un certain nombre de médias s'intéressent effectivement à nos enquêtes et à nos procédures, et le Code permet, sous certaines conditions, effectivement, d'apporter des éclaircissements sur l'avancée de ces procédures. On va conclure là-dessus. Merci Jérôme Simon d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes premier vice-procureur au sein du Parquet national financier. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de l'internationalisation de la profession d'avocat.